Une limule, c'est un crustacé très très ancien. Et donc à partir de là, on a commencé à développer quelque chose, un nouveau réactif, pour éviter d'utiliser justement le sang de limule. Mais ça permet de faire continuer à faire croître l'espèce. Et là, je crois qu'on en a déjà déposé plus d'1 million. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Aujourd'hui à la 3P, un podcast spin-off de Good Manufacturing Podcast. Alors dans cet épisode, j'ai avec moi Johan Caon de la société Associate of Capcode. Johan, bonjour. Alors, est-ce que tu peux en quelques mots me présenter ta société ? Bien sûr, donc Associate of Capcode est une société américaine basée à Falmouth, dans Massachusetts. C'est une société qui a été créée en 1974 et qui est spécialiste dans la fabrication de réactifs pour doser et quantifier les endotoxines bactériennes et les 1,3-bêta-déglucanes. Alors, on va avoir plein de trucs à éclaircir là-dessus, ça va être passionnant. Déjà, qu'est-ce que c'est une endotoxine ? Alors une endotoxine, c'est une partie en fait de la membrane externe des bactéries à gram négatif, donc qu'on va retrouver un petit peu partout. Et c'est quelque chose qui est obligatoirement dosé pour les produits pharmaceutiques injectables, les dispositifs médicaux, dans les biotech. Et c'est un critère libératoire pour ces produits. C'est des morceaux de paroi bactérienne, c'est ça ? Donc qui vont arriver, on fait par exemple un cycle de stérilisation, les bactéries vont mourir et donc relarguer ces morceaux de paroi. Tout à fait. Alors qu'est-ce que ça peut faire, ces morceaux de paroi ? Alors ça peut augmenter effectivement, avoir ce qu'on appelle un effet pyrogène, donc du coup avoir une augmentation de température et potentiellement donc provoquer des réactions immunitaires et donc potentiellement la mort. Quand on injecte des morceaux de paroi bactérienne, donc c'est ce qu'on a des pyrogènes, ça va provoquer de la fièvre, quoi. C'est ça, de la fièvre et toute une autre panoplie de réactions indésirables des produits. Donc l'idée, c'est d'arriver à les supprimer, pas qu'il y en ait qu'il y en ait le moins possible, et il y a des normes spécifiques pour chaque produit qui permettent d'avoir des critères de libération. Alors comment on fait pour déjà les détecter ces... Alors, il y a eu en 1974 et après en 1977 la création de réactifs à partir d'un lysate amébocyte de limule. Donc, c'est des cellules sanguines de limule. On a permis d'utiliser ce sang en fait pour créer des réactifs spécifiques, soit en gélification, en turbidimétrie, en colorimétrie. Et ça va permettre avec justement ce réactif de faire le dosage. Alors qu'est-ce que c'est une limule ? Une limule, c'est un crustacé très très ancien qui vit sur la côte est des États-Unis, donc pour nous. Il y en a également au niveau du Japon et un petit peu au niveau de la côte chinoise. Et c'est un crustacé qui se reproduit en fait au large de ses côtes et qui va venir près des plages. Et c'est au moment où ils arrivent près des plages qu'on va les récupérer et récupérer le sang. Donc là, je vois qu'il y a une photo d'une limule pas loin. Donc c'est une espèce de crabe circulaire avec une petite queue pointue, une grande queue pointue. Tout à fait. Et donc alors, ce que tu m'as dit juste avant, c'est que le test pour déterminer s'il y a des pyrogènes ou pas dans ton produit injectable, c'est le sang de cette bête. C'est ça, tout à fait. À la base, on utilise effectivement le sang de la limule pour fabriquer des réactifs spécifiques, donc qui vont être lyophilisés pour être après utilisés dans les laboratoires. Ouais. Mais effectivement, la matière première, c'est ce sang. Et alors qu'est-ce qu'on va essayer de... Donc on met ce réactif dans le produit. Alors qu'est-ce qui va se passer du coup Alors on utilise effectivement donc du matériel approprié, des microplaques, des tubes pour mettre en contact le produit et le réactif. Et en fonction de la présence ou non d'endotoxine et la concentration d'endotoxine, on va avoir une augmentation, donc soit une gélification, soit une augmentation de densité optique, et qui va nous permettre de voir quantifier la quantité d'endotoxine présente dans le produit. Et alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est quelle est la spécificité de ton entreprise ? Alors, nous ne faisons que du dosage d'endotoxine, et donc depuis plus de 35 ans, on avait des réactifs qui étaient issus de la limule, et depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle la règle des 3 R, où on essaye d'éviter d'utiliser les animaux. Ouais. Et donc à partir de là, on a commencé à développer quelque chose, un nouveau réactif, pour éviter d'utiliser justement le sang de limule. Bam. Voilà. Ce qui est fou parce que du coup tu me dis qu'on fait ce test depuis les années 70, c'est ça ? C'est ça. Et du coup ça fait 50 ans
qu'on saigne les limules pour récupérer leur sang et en faire des réactifs pour tester les produits injectables. C'est ça, tout à fait. Alors, les limules ne meurent pas, puisqu'on récupère un certain volume de sang et puis on les remet à la mer. Mais effectivement, on est quand même obligé d'utiliser cette matière première. Rapidement, j'aimerais me dire, c'est quoi la règle des 3 R ? Alors, la règle 3R, c'est Replace, Reduce et Refine. Donc, le but, c'est d'éviter d'utiliser un animal. Donc, on avait le cas pour les lapins, par exemple. Ça, donc c'est l'historique, le test historique voilà. des Et donc, maintenant, on ne le fait plus. Voilà. Tu peux nous rappeler rapidement, c'était quoi Le but, c'était d'injecter le produit au lapin et de vérifier si ou non s'il avait de la fièvre. Malheureusement, il y avait de la perte de lapin. Parce que les lapins sont extrêmement sensibles au pyrogène. C'est ça. Et du coup, ça provoque, même une très faible concentration de pyrogène provoque une élévation de la température chez le lapin. Donc à l'époque, avant le test des limules, on utilisait des quantités de lapins pour évaluer ça. Tout à fait. Après, on a les réactifs à base de sang de limule. C'est ça. Et maintenant, le futur. Les réactifs recombinants. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Alors, le réactif de limule, vous avez une cascade enzymatique. Et donc pour pouvoir reproduire exactement ce qui se passe aujourd'hui quand on met en contact un produit et le réactif limule, on a fait ce qu'on appelle donc des réactifs recombinants, donc avec les 3 enzymes nécessaires, donc le RFC, le RB et tout ce qui est proclanting. Et ça a été du coup fait avec des clones et ça va nous permettre du coup de fabriquer spécifiquement un réactif à l'identique du réactif original et d'avoir des résultats similaires. Et donc se passer de la chasse aux limules, quoi. Tout à fait. Donc de ne plus utiliser du tout le sang de limule et d'avoir aussi une reproductibilité plus intéressante, notamment en termes de production, puisqu'on va travailler que sur des clones et on n'aura plus l'effet matrice qu'on peut avoir sur le sang de limule, puisqu'effectivement on peut avoir des variabilités. C'est quoi l'effet matrice ? Alors la matrice en elle-même en fait du sang de limule, c'est-à-dire que potentiellement vous êtes obligé de faire un mélange. C'est un produit biologique. Et voilà, du coup, produit biologique, donc variabilité. Là, on aura beaucoup moins de variabilité, on l'a vu en fait en fabrication. Très bien. Alors quels sont les avantages au-delà de du coup cette fameuse reproductibilité et quels autres avantages il y a à avoir ça ? Alors on s'abstrait de certaines interférences puisqu'on pouvait avoir des interférences au bêta-déglucane. J'ai dit au départ on était spécialiste endotoxine et bêta-déglucane. Les bêta-déglucanes permettent aussi l'activation de cette cascade enzymatique. D'accord. En utilisant des réactifs recombinants, on bloque cette partie de la cascade. Donc pas d'interférence avec les bêta-déglucanes. Les bêta-déglucanes faisaient des faux positifs. Des faux positifs, effectivement. Donc on était obligé après de faire des dilutions particulières, d'avoir un tampon. Là on n'en aura plus besoin. Super. Voilà. Après, ça nous permet d'utiliser également le même matériel que ce qu'on utilisait avant, puisqu'on va utiliser un lecteur de plaques classique à 405 nanomètres. Ouais. Méthode classique en 405 nanomètres, méthode recombinante à 405 nanomètres. Ah, et du coup, c'est exactement les mêmes matériels. Même méthode, même matériel et même étape de dilution, même étape de préparation. Donc pour le laboratoire, c'est assez simple. C'est transparent, quoi. Tout à fait. Et alors, quelles difficultés vous rencontrez pour la mise en place l'utilisation de ce réactif ? Alors, pour l'instant, on est obligé de suivre donc, les pharmacopées. Pour l'instant, dans la pharmacopée européenne, seul le RFC est intégré en méthode identique aux méthodes classiques. C'est quoi le RFC ? Le RFC, donc, c'est quand on n'utilise que la partie donc, recombinante du facteur C, qui est le début de la cascade enzymatique. D'accord. Voilà. Donc il y a un chapitre spécifique dans la pharmacopée où on dit qu'on peut utiliser effectivement cette méthode et qu'elle est identique aux méthodes originelles. Donc ça y est, la pharmacopée européenne, c'est inscrit dedans. C'est ça, tout à fait. La méthode recombinante. La méthode RFC seulement. La méthode RFC est utilisable. C'est ça. Alors c'est quoi la différence entre la méthode RFC et la nôtre ? Et la vôtre ? Alors, nous, on a ce qu'on appelle la full cascade, donc RFC, RFB et les enzymes de coagulation. D'accord. Quand vous avez que le RFC, en fait, vous avez juste le départ de la cascade enzymatique et après, il faut faire une amplification via un fluoromètre. Voilà. C'est pour ça qu'il faut une autre machine. D'accord. On n'utilise pas le même lecteur. On est obligé d'avoir un fluoromètre alors que nous, on utilise un lecteur de microplaques classique à 405 nanomètres. Et alors, du coup, la RFC classique, c'est le RFC dont on a besoin dans les limules ou c'était l'ensemble de la cascade ? Alors, dans la limule, on avait effectivement l'ensemble de la cascade. Et là, pour le RFC, le réactif RFC qui existe, ils n'ont pris qu'une petite partie en fait de la cascade. D'accord. Voilà. Ça aujourd'hui, c'est dans la pharmacopée européenne. Dans la pharmacopée, dans l'USP aux États-Unis, les méthodes recombinantes ne sont pas intégrées. Elles sont toutes en méthode alternative. D'accord. Voilà. Donc, en Europe, on peut faire du RFC de la même façon que les autres méthodes. Sinon, méthode alternative, la méthode Capcode fonctionne. Donc il faut faire une validation en conséquence. Ça, il faut montrer que c'est équivalent. Ça ne nous interdit pas de l'utiliser. Tout à fait. Mais il faut montrer que c'est équivalent. Alors, c'est équivalent et en fait, ça ne demande pas une charge de travail supplémentaire. Il faut juste montrer que votre technique fonctionne de la même façon que les méthodes qui sont validées. Donc, on aurait besoin de la même chose,
que pour changer d'une méthode d'un fournisseur A à un fournisseur B. Ouais. Voilà. Et par contre, pour les États-Unis, dans tous les cas, si on veut utiliser du recombinant, qu'on utilise du RFC ou du full cascade, dans tous les cas, on est obligé de faire un dossier de validation le même que pour du RFC. Donc, c'est exactement la même technique. Après, les laboratoires ne fabriquent pas forcément que pour l'Europe ou que pour les États-Unis. Donc, ils ont besoin d'avoir quelque chose d'harmonisé. Du coup, ce qui manque, c'est que ça soit inscrit dans toutes les pharmacopées parce qu'au final, si on prouve que c'est équivalent, au final, on pourrait l'implémenter, peu importe la destination de la fabrication. C'est qu'une question de volonté au niveau des laboratoires. La plupart maintenant des laboratoires veulent éviter d'utiliser les animaux. Bah c'est ça s'inscrit quand même dans une démarche globale qui va dans exactement le sens où tout le monde va aller, quoi. Quand on sait qu'on a déjà le matériel adéquat dans le laboratoire et qu'on n'a pas besoin d'investir dans un fluoromètre, et ben on peut partir effectivement directement sur une méthode full cascade. Tant qu'à faire une validation, autant la faire avec pour celui-ci. Celle-là et pas acheter de matos en plus. Tout à fait. Voilà. Donc il n'y a aucun frein aujourd'hui à implémenter cette technique. Il faut juste apprendre un petit peu de temps, comme toute implémentation de technique. Et l'industrie pharmaceutique étant ce qu'elle est, les auditeurs habitués du podcast savent du coup une de nos spécialités, c'est le pilotage des change control et le backlog de change control. Donc ça nous donne beaucoup de travail. Bon, on est assez content, mais malheureusement dans votre cas, c'est ça probablement qui retarde énormément pas mal de vos activités, quoi. Voilà. Alors qu'au final, c'est quand même quelque chose qui évite l'utilisation de pauvres animaux. C'est pas faux. De pauvres animaux, mais c'est fou parce que j'avais entendu moi parler du RFC, mais alors du coup vous c'est encore encore mieux finalement parce que c'est complètement équivalent en termes de matériel et d'utilisation, quoi. Enfin, c'est incroyable. C'est exactement pareil. On a la même cascade enzymatique. On obtient des résultats similaires. Après, c'est qu'une question effectivement de faire des validations, mais les laboratoires sont demandeurs de toute façon, et puis ça va être l'avenir. Clairement, ce type de réactifs, c'est des réactifs qu'on va retrouver sur les 5-10 prochaines années. La pharmacopée va suivre, dans tous les cas. De toute façon, plus il y en aura. Après, il faut montrer des datas. Il faut montrer des datas. Donc, en ce moment, il y a des datas qui sont en train d'être générées. Ça va être généré par différentes entreprises. Il y a des essais qui sont en cours. Donc, ça avance vraiment dans le bon sens. Mais effectivement, on n'est qu'au début. Donc, je vois derrière vous qu'il y a un film qui est en train d'être diffusé où on peut voir des fameuses limules, des œufs, etc. Donc qu'est-ce qui se passe avec ça ? Alors effectivement, il y a 3 ans, Capcode, donc aux États-Unis, a décidé de mettre en place ce qu'on appellerait la fécondation in vitro pour permettre de continuer à faire croître la population de limules. Et donc ça nous permet aujourd'hui de faire la fécondation in vitro dans nos locaux, de les faire croître légèrement, et à un moment donné, on va les remettre à la mer pour continuer à faire perpétuer l'espèce. Ça, c'est trop fort. Parce que du coup, c'est une espèce, faut savoir, c'est une espèce qui est extrêmement vieille. Très très vieille et extrêmement protégée. C'est extrêmement protégé. Voilà, donc on n'a pas le droit. Il y a un volume en fait de prélèvement qui est validé par les États-Unis. Mais le but, c'est effectivement qu'on puisse continuer à avoir des limules, parce que même s'il y a des méthodes recombinantes, comme on vient d'en parler, il y a une demande énorme sur les réactifs endotoxines. Donc tout le monde ne peut pas passer sur du recombinant d'un seul coup. Donc on a quand même besoin encore des limules. Surtout ces derniers temps, en plus, avec l'augmentation en flèche du nombre de vaccins, de fabricants, les biotech. Enfin, tout le monde fait de l'injectable. Forcément, quoi. Mais ça permet de continuer à faire croître l'espèce. Et là, je crois qu'on en a déjà déposé plus d'1 million au fur et à mesure dans l'eau. Donc ça va permettre, un petit peu comme les tortues, voilà, quand les bébés tortues arrivent, on les remet dans l'eau et ça va permettre de faire croître l'espèce. Incroyable. Écoute, Johan, merci beaucoup de m'avoir accordé du temps pour cette interview. Alors comment est-ce que, si les gens veulent te contacter, comment est-ce qu'ils peuvent faire ? Alors ils peuvent aller directement sur le site Associate of Capcode, sur l'onglet France, et il y a mon email. Voilà, mon email, il y a mon numéro de téléphone, ils peuvent me contacter directement. Sinon sur LinkedIn, tu as un profil ? Sur LinkedIn, j'ai un profil LinkedIn, Johan Caon. Johan Caon. Écoute, merci beaucoup et à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.